Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et celle-ci sera dans un thème qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à présent, donc je te laisse te présenter. Yes, bonjour, bonjour Loïc, bonjour, à tous. Ça fait plaisir de pouvoir, partager mon expérience et en avis, il y a sûrement d'autres étudiants, entrepreneurs qui souhaiteraient aussi se lancer ou qui sont peut-être déjà lancés actuellement. Du coup, me présenter, je m'appelle François, François Nix et ancien étudiant, du coup étudiant à Louvain-la-Neuve auparavant, à Louvain School of Management. OK. Et Heu, tu as terminé il y a combien de temps? j'ai terminé ici en 2022. J'ai été étudiant entrepreneur pendant la dernière année, du coup en master 2, OK. en l'occurrence, on va dire, 9 mois, on va dire, 9 mois, 1 an. Ah OK, d'accord, ça. Et donc tu as découvert le statut d'étudiant-entrepreneur quand tu étais en master 2 ou tu en avais déjà entendu parler avant? J'aurais bien voulu. Parce que c'est un statut sympathique, qu'on pourrait éventuellement développer. Maintenant, j'ai découvert, un peu sur le tard, on va dire, sur la fin de mes études. Et quel a été ton projet? Mon projet, alors, j'ai eu plusieurs projets, mais on va dire, le projet là-dedans, ce qui m'a permis de découvrir le statut d'étudiant indépendant, c'était de pouvoir conseiller les personnes au niveau financièrement, enfin, au niveau financier plutôt. Parce que du coup, quand on finit les études, quand on finit, potentiellement, on va dire, son activité, estudiantine, on arrive dans le monde actif et on est un peu parfois, perdu au niveau, financier, fiscalité et autres. Et moi, du coup, mon rôle, c'est de faire de l'éducation financière aux personnes que je rencontre par la suite. Tu as fait quelque chose en lien avec tes cours alors? Entre autres, effectivement. Du coup, j'ai appris, certaines choses à l'université qui m'a permis de développer ça dans le monde entrepreneurial. Mmh. Mais évidemment, j'ai beaucoup plus appris aussi sur le tas aussi, hein, par la suite. Forcément, plus une fois que tu fais de la pratique, tu vas apprendre plus. Du coup, je me demande la question, mais c'était quoi comme conseil financier? Alors, c'était plus, sur, comment investir son argent, comment, justement peut-être, avoir un bon portefeuille d'investissement? Ou alors c'était plus, comment obtenir un crédit? C'était quoi comme conseil financier? C'est intéressant ce que tu me poses, comme question parce que du coup, c'est très large en fait la finance, hein, on peut aller dans tellement de domaines différents. Je dirais que c'est plutôt, des conseils financiers pour des projets ou des investissements court, moyen, long terme. Mmh. Du coup, ça peut aller sur 2 directions. Soit purement financier, du coup des investissements effectivement et gestion de patrimoine. J'avais aussi une notion fiscalité, du coup je peux aussi aider les futurs, travailleurs ou les travailleurs tout court à payer mon impôt, parce que les impôts, OK. quel que soit le statut étudiant, on va dire ou salarié ou indépendant ou fonctionnaire, on paye tous des impôts. C'est un point commun qu'on a partout en Belgique. L'idée c'était de pouvoir également avoir une notion aussi, fiscale. Oui, donc c'est bien de quand on a des choses qu'on peut faire ou déduire fiscalement, forcément, c'est bien d'en être au courant. Donc là-dedans, je suis quand même assez curieux parce que tu es le premier que j'interviewe qui travaille dans la finance. On peut donner des conseils enfin, je veux dire, en tant qu'étudiant, parce que tu as démarré quand tu étais étudiant, est-ce que tu pouvais, aborder, tous les sujets quand tu conseillais des gens? Ou alors il y a des sujets auxquels tu, ne pouvais pas, sur lesquels tu ne pouvais pas conseiller parce que tu étais pas encore, diplômé? Il y avait des limitations. Alors en fait ici, j'ai eu l'occasion d'être accompagné par un autre expert aussi pour commencer l'activité. OK. Du coup, j'étais indépendant mais accompagné par la société, bah, du coup, pour me lancer dans l'activité. Ce qui veut dire que, au tout début, effectivement, il y a, un diplôme légal qu'on appelle la FSMA. La FSMA, c'est l'organisme belge qui contrôle le monde financier, Ouais. qui est obligatoire. On ne peut pas donner les conseils financiers comme ça à n'importe Ouais, ouais, c'est ça que je me disais, heu voilà. et tu as raison de poser la question parce que sinon, si je dis ça, devant tout le monde, «Faites des conseils financiers demain, allez-y». Non, il faut un diplôme qui s'appelle la FSMA, mais par contre, la société dans laquelle ici je faisais partie permettait, de me former dans le domaine, du coup, de pouvoir être accompagné par quelqu'un jusqu'à ce que j'ai la FSMA et Tu avais accès donc à leur expertise pour aussi, t'aider et t'accompagner et pour s'assurer que tu guides convenablement les gens bien sûr. à qui tu donnais des conseils, quoi. Ouais, c'est comme, j'aime bien enfin pour prendre une image, si tu me le permets ici, avec un médecin. Du coup, si demain il y a un chirurgien qui commence pour la première fois à me soigner, je préfère qu'il soit quand même accompagné, Ah quoi. oui, forcément, oui, Heu, bien évidemment. la finance, bon, c'est un autre domaine, mais ça reste quand même quelque chose d'important. C'est de l'argent quand même qu'on investit, avec la personne. Des sujets parfois certains directions sont des sujets sensibles. C'est important de ne pas dire des bêtises. Du coup, comme un chirurgien, comme, tout métier, effectivement, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir la société qui m'a accompagné pendant tout le long de mon processus de formation. Quand tu as débuté, et tu visais quelle personne, quelle cible pour, les conseiller? Des personnes, plus âgées, des jeunes qui sortent, de l'UNIF ou, à qui t'es-tu adressé? Alors, principalement des gens qui ont entre 25 et 35 ans. OK. Je dirais parce que c'est justement quand tu même un peu plus tôt, c'est pas impossible non plus. Bah, je dirais que c'était dans cette tranche-là parce que c'est à ce moment-là qu'il y a des projets qui se font, que ce soit sur le moyen terme, des projets immobiliers par exemple, des projets d'avoir un enfant, des projets éventuellement, on va dire peut-être un peu variés, d'être indépendant justement. Du coup, en ce que cette tranche-là là pardon, c'est à ce moment-là que des projets peuvent se faire et qu'on a des idées qui viennent en tête et du coup, il faut mettre des choses en place. Du coup, ça c'est la première cible. Après, il y a des différentes cibles qui se sont créées, avec l'expérience et
j'ai appris qu'il y avait d'autres personnes qui avaient besoin de ce genre de service et que j'étais pas conscient et au courant que c'était possible pour, d'autres cibles clientèle. Mais à la base, effectivement, c'est entre la tranche 25-35 ans qui permet d'avoir des premiers pas professionnels depuis 2-3-5-6 ans et aussi du coup, des projets encore, sur du coup moyen long terme. Tiens, en tant qu'expert financier, quel est le top 3 des erreurs que tu vois les gens de 25-30 ans faire, justement avant qu'ils viennent, faire appel à tes services? Ouais. Alors, il y en a quelques-unes, hein. Oui. Alors je dirais pas top 3 mais plutôt flop 3 pour le coup. Heu, Ah alors d'accord, ouais. alors qu'ici, 1re erreur, c'est de 1, du coup ne pas se lancer. Du coup, en fait, il faut savoir que dans tout investissement, même des petits investissements de 30-40-50 € par mois, 30 € par mois, c'est peut-être, allez, peut-être, 2 clics, une place de cinéma en moins tous les mois, c'est jouable financièrement parlant pour quelqu'un. Commencer, c'est les petites gouttes qui font les grandes rivières, hein, comme on dit, les petites rivières qui font les grands fleuves. Voilà, c'est ça qui est le plus important dans un premier temps, c'est commencer le plus tôt possible. Même allez, même en tant qu'étudiant, c'est jouable, hein, de commencer avec des petits investissements. Le but, c'est vraiment de commencer, pas que ce soit des grosses sommes, mais des sommes raisonnables. Deuxième erreur que je vois aussi, c'est, alors c'est pas pour critiquer, mais beaucoup de gens foncent dans leur propre banque directement. Ouais. C'est une bonne chose, pourquoi pas, mais soyez curieux quand même. Allez voir ce qui se passe ailleurs parce que comme dans toute société, la banque fait des très belles choses, mais il y a des choses auxquelles ils sont peut-être moins experts non plus et du coup, D'où c'est le fait justement, enfin excuse-moi pour c'est l'interruption, mais d'où le fait justement de, tester ça, très tôt avec, des petits montants, découvrir comment ça fonctionne avant justement de foncer, vers sa banque avec, 0 expérience. Là, au moins, il y aurait une petite expérience avec un petit peu de capital avant de, je veux dire de nager à la cour des grands, mais voilà. c'est vrai, tout à fait. Du coup, faut au moins essayer, en fait. Lancez-vous dans le monde, aussi de l'investissement, éduquez-vous aussi. Du coup, moi, j'ai l'occasion de rencontrer plein de profils différents de gens qui ne s'y connaissaient pas du tout et inversement, des gens qui s'y connaissaient. Voilà, du coup, mon conseil, c'est vraiment aller vous renseigner, peut-être sur internet, pourquoi pas, mais également, avec des gens qui sont experts dans le domaine. Bon, c'est pas pour faire ma publicité non plus, Et mais c'est quand même intéressant de moins d'avoir un avis extérieur, dans le monde financier, quoi. d'accord, et tu as une autre erreur à partager ou pas du tout? Si tu as pas, Une c'est pas autre grave. erreur, une dernière chose peut-être du coup que je peux rajouter en termes d'erreur, c'est, du coup, il y a parfois des contrats qui se mettent en place en termes d'investissement. Je vous invite quand même à lire de temps en temps le contrat. Ouais. C'est le conseil que les grands-parents, que les parents donnent et maintenant que je suis pas parent, mais je suis quand même, jeune travailleur, du coup jeune indépendant, je connais très bien un petit peu le système. Lisez quand même un minimum, les contrats dans lesquels vous signez parce qu'il y a parfois des petites choses qui on fait pas attention et ça a un impact assez conséquent. OK, d'accord, super, merci pour les conseils. Tiens, tu as dit que tu avais des clients, avec, de différents profils. Comment tu as obtenu ton premier client justement? Alors, 1er client, en fait, c'est très simple. Quand on est entrepreneur, pour moi, pour se faire la clientèle, c'est un peu comme partout, c'est, mon réseau. C'est le réseau chaud, c'est, dire, j'ai commencé avec, pour m'entraîner, en fait, hein, avec un ami, avec, on va dire, même, mon frère, ma sœur ont joué le jeu pour que je puisse moi-même comprendre le métier et que je puisse bien comprendre comment je peux faire et mes erreurs, en fait. Et puis, du coup, ici, j'ai pu conseiller quelqu'un et ça fait partie d'une petite anecdote que je pourrais également partager. Mais du coup, c'était, un voisin, tout simplement. Un voisin, il habite à 200 mètres de chez moi. Bah, c'est bien que tu le dises Et parce que généralement, enfin justement, c'est un peu ce que j'ai eu comme écho de la part, de presque tous les étudiants entrepreneurs, que j'ai rencontrés. C'est à chaque fois, les premiers clients qu'ils ont eu, c'est toujours des gens de leur entourage qui leur ont fait confiance puisqu'ils connaissaient la personne. Ils se sont dit: «Voilà, on va, voir de quoi il s'agit comme projet et essayer de l'aider», et donc c'est intéressant d'en parler autour de soi puisqu'il y a vite des gens de, notre entourage justement qui peuvent nous aider et nous aider à lancer notre projet, avoir nos premières références et aussi, ils seront peut-être plus indulgents si on doit mettre plus de temps à réfléchir, plus de temps à tester quelque chose et tous ces points de vue-là, quoi. tout à fait. Donc Mmh. en termes de feedback, c'est intéressant, en termes de plus-value, en termes de bouche-oreille aussi. Ce sont vos premiers soutiens, en fait, vos premiers soutiens et si ils sont quand même sympas, normalement c'est le cas, ils vont jamais, parler de manière négative, ou en tout cas pas souvent, à l'extérieur. Mais s'il y a une critique à faire, ils peuvent vous le faire en face de vous de manière constructive et positive. Du coup, ça, c'est important. OK. Tiens, j'ai retenu qu'il y avait une anecdote, hein, donc ça j'oublie pas, mais par contre, je préférerais terminer la partie, un peu plus, lancement, avec, aussi une question qui revient souvent. J'aime toujours bien savoir quels sont les déclics, qui font pour que les gens justement ils se disent: «Beh, tiens voilà, là je suis pas étudiant entrepreneur, j'ai peut-être un job étudiant normal et tout ça et je vais devenir étudiant entrepreneur». Donc pour toi, quel a été ce déclic qui t'a permis de te dire: «Voilà maintenant, je me lance comme étudiant entrepreneur et je vais donner des conseils financiers»? Les déclics, je pense que ça vient beaucoup de, on va dire,
de contact. Du coup, j'ai, pu lui parler notamment, je me rappelle très bien, en fait, pour, bien situer la chose. Un ami à moi qui était justement entrepreneur, lui, il a fait plutôt du marketing digital, Ouais. dropshipping, c'est un qu'il connaît sûrement. Hem et de base, c'était mon premier business d'ailleurs, en parenthèse. Mais du coup, il m'avait un petit peu développé en disant voilà, du coup, ici, lui, il avait 19 ans. 19 ans, c'est quand même très jeune et il avait développé le côté entrepreneurial et je voyais qu'il avançait super bien dans la vie et cetera et là, je me suis dit: «OK, il y a quelque chose à faire en tant qu'étudiant. Il y a d'autres, manières de pouvoir vivre sa vie étudiante. Donc oui, on peut ganailler, oui, on peut s'amuser, mais oui, on peut aussi entreprendre». Du coup, l'un des premiers déclics, c'est simplement une discussion. Une discussion avec un ami à moi qui m'a fait un petit peu découvrir qu'il y a d'autres choses à faire aussi que la vie étudiante classique, quoi. Ça, c'était le premier déclic. Tu t'es lancé dans le dropshipping alors, au début quand tu as entendu cet ami-là en parler, puisque tu as dit que c'était ton premier business, jusqu'à maintenant? Je me suis lancé effectivement en dropshipping, mais c'est quand j'avais 19 ans, du coup, c'est un peu plus tôt. Ouais. C'est plus pour, entre guillemets, «m'amuser». Je pensais que ça allait bien prendre. J'ai gagné des compétences liées à ça aussi. Finalement, voilà, j'ai pas spécialement poursuivi parce que du coup, c'était pas ma priorité et cetera. J'aurais pu, hein, éventuellement. Du coup, oui, j'avais essayé, mais j'avais pas encore le statut d'étudiant entrepreneur à ce moment-là parce que c'était plus, des petits gains, mais c'était très léger, quand Et j'ai tu commencé t'étais ça. orienté vers quelle gamme de produits? Ouais, c'était, des produits un peu high-tech, du coup, Oui. notamment, peut-être que certains en ont maintenant, du coup, c'est des produits qu'on pourrait mettre notre ordinateur pour être dans le fauteuil ou dans le lit plus confortablement, par exemple. Ah ouais, pour, un support, pour Je sais laisser pas, de de ça. j'avais fait ça, maintenant j'avais plusieurs choses. J'avais vendu des plaids quand c'était l'hiver, j'avais vendu, des choses plutôt pour l'été aussi quand c'était l'été, du coup, voilà, j'avais fait un petit peu différents produits également, je m'étais formé dans le domaine, en question. Ça, c'était plutôt une autre époque, on va dire. Tu as toujours fait des petits business comme ça que tu t'es dit: «Bah, tiens, je vais tester des choses» ou alors tu as aussi eu un job étudiant classique, à un moment pendant tes études? Ah non, non, j'ai eu beaucoup de jobs étudiants. OK. Beaucoup de jobs étudiants et ça peut faire partie des déclics justement. C'est justement aussi en fait le job étudiant que j'ai fait à côté parce que j'ai tout fait. Alors, tu peux citer n'importe quel domaine, type job étudiant, j'ai fait caissier, ouvrier de production, heu, serveur évidemment, heu et dans l'événementiel aussi. Enfin voilà, j'ai pu toucher un petit peu à tout, plutôt sympathique évidemment. Mais ça a été l'un des déclics aussi parce qu'à chaque fois je voyais pas que j'évoluais dans une compétence spécifique non plus et malheureusement du coup je travaillais juste pour gagner de l'argent, mais je travaillais pas par plaisir en fait finalement. OK, donc ouais, c'était justement tu faisais tes heures, tu étais payé et puis voilà et c'était pas tu voyais pas d'apport, intellectuel, je veux dire, à faire certaines, tâches ou certains jobs, quoi? Bah, clairement, alors, il y a mon job, c'était, couler un job avec des pare-brises pour les voitures. Mon rôle, c'était de mettre des petits bouchons de pare-brise pour, ne pas qu'elles se cassent. Bon, je sais c'était sympa, je sais maintenant comment mettre des bouchons. Oui, je dis pas que c'est un mauvais métier, mais je dis simplement qu'au niveau intellectuel, ça m'a pas beaucoup apporté, c'est ça que je veux dire. D'accord. La question peut paraître un peu évidente, mais c'est quelque chose que les étudiants, ils ont souvent du mal. C'est comment tu trouves l'idée pour, ton projet? Donc toi, comment tu as su que tu allais faire quelque chose en lien avec la finance? Puisque les premiers jobs, que tu avais fait comme, entrepreneur, c'était, justement, tu as dit citer le dropshipping, par exemple, donc ce qui n'a un peu rien à voir avec les études, que tu faisais. Comment tu as fait pour te dire: «Voilà, là, je vais faire avec la finance, ça me paraît être une bonne idée»? En fait, si tu parles d'un entrepreneur, hein, généralement, il a essayé plusieurs projets. Il a essayé de dropshipping, à mon avis, il y en a quand même une personne sur 2 maintenant qui a entre 25 et 30 ans actuellement qui sont indépendants. Je suis certain que tu parles de dropshipping, il y en a un sur 2 qui l'a Ouais, fait. qui sait ou qui a déjà vu une vidéo Qui sur a le déjà vu, dropshipping, je voilà. vois. Bref, ça c'est autre chose. Mais, en indépendant, généralement, avant qu'il trouve son business, c'est peut-être après son deuxième, troisième, quatrième projet. Faut pas avoir peur de dire: «OK, je lance mon premier projet». Finalement, c'est pas celui-là, c'est peut-être un autre projet. Du coup, en l'occurrence, ici, c'était mon deuxième projet. J'ai eu la chance de tomber sur mon deuxième projet, qui est celui-ci. Faut savoir que j'ai d'autres idées, par la suite au niveau entrepreneurial également. Ça, c'est plutôt l'after, l'after étudiant. Du coup, ça n'a rien à voir avec la thématique ici. Du coup, pour répondre à la question, je dirais de un, pardon, essayer son projet. Si ça foire, ça foire. Si ça foire pas, tant pis. Mais trouver quelque chose qui répond à un besoin, en fait, tout simplement. Ou 2 faire plus simple, ça c'est la méthode un peu Bernard Tapie en fait, hein. Bernard Tapie, si vous connaissez, il a fait que de reprises d'entreprises depuis le début. Il achetait, l'entreprise pour en francs symboliques. C'est que des reprises d'entreprises et il est devenu l'un des entrepreneurs français les plus importants de France simplement. Ouais et puis même, on peut voir, quels sont les business, moins s'inspirer des idées et se dire: «Bah, voilà, c'est un business, qui fonctionne autour de ça». Ça peut inspirer, donner des idées justement aux gens qui sont en quête justement de nouvelles aventures entrepreneuriales et d'idées. Tout à fait et parfois recopier aussi, ça c'est pas mon propre business, mais ça peut donner peut-être des idées, recopier ce qui se passe à l'étranger, le refaire dans son propre pays.
Quand tu t'es lancé comme conseiller financier en master 2, tu as dit que, tu avais justement une boîte qui avait une plus grande expertise, qui avait de l'expérience, qui t'a, entre guillemets, je veux dire, «chapeauté» pour t'aider à donner tes premiers conseils et s'assurer justement, que tout se passait, correctement. Comment tu les as trouvés justement, cette boîte-là? Comment tu l'as contactée? Alors en fait, j'ai eu la chance ou peut-être pas la chance finalement, c'est aussi, être opportuniste. Mais en fait, c'est plutôt eux qui sont venus me chercher, pour le OK. coup, parce que j'avais mis dans mon profil LinkedIn simplement que j'avais un profil entrepreneurial. C'est pour ça que je dis que la chance, oui et non, parce que j'ai quand même fait l'effort de développer mes compétences sur, les réseaux en disant: «Voilà, je suis ouvert à des opportunités» et eux-mêmes se sont dit: «Voilà, du coup, ça peut être intéressant de développer, ses compétences». Ils ont vu qu'il y avait j'avais du potentiel derrière au niveau entrepreneuriat, au niveau financier, parce que du coup, j'avais du coup mes études en parallèle. Ils se sont dit: «Vas-y, on va le contacter». Du coup, j'ai eu la chance que ça a été plutôt l'inverse, en fait. C'est la société qui est venue vers moi pour me lancer en tant que freelance et indépendant. Mais donc c'est intéressant ce que tu dis puisque ça montre qu'il y a quand même des sociétés qui sont, de taille assez conséquente, qui cherchent des étudiants en finance, par exemple, pour, et tout simplement les engager, je veux dire, en tant que freelance ou, conseiller financier. Donc c'est intéressant ce délire. Bien sûr, comme je le disais, du coup, il faut être opportuniste et pour être opportuniste, il faut au moins dire aux gens qu'on est ouvert à des opportunités. Si on ne le dit pas, ben, personne ne le sait. Tiens, quand tu proposes tes conseils financiers, tu sais comment tu as fait pour te dire: «Beh, tiens, je vais demander ce prix-là justement, aux gens à qui je donne des conseils»? Alors, ici aussi, j'ai eu la chance également d'avoir, une structure d'entreprise une structure, un partenaire plutôt, derrière moi qui a pu financer, on va dire, mon démarrage, mes formations et autres. Ce qui fait qu'en réalité, mes rendez-vous sont, offerts. Oh, Et c'est assez particulier parce que le coût de base, ça vaut entre 50 et 150 € si OK. vous demandez justement, et ça j'aurais pu faire De payer l'heure ou du conseil ça? de l'heure, OK. de l'heure. Du coup, c'est 50 à 150 € en moyenne, hein. Vous mettez gestionnaire de patrimoine, si jamais, sur internet. Vous allez voir justement, 50 à 150 € de l'heure, plus ou moins. En fait, ici, le système est assez malin, c'est que j'ai des partenaires assez importants en Belgique, au niveau, financier. Ce sont des AXA, ce sont des BlackRock pour ceux qui connaissent, ça peut être AG, Allianz et cetera. Et moi, en fait, comment je vais être, rémunéré? Ben, je fais appel enfin, je mets un client en lien avec un partenaire. Le partenaire est content parce qu'il a un nouveau client qu'il n'aurait pas eu s'il n'était pas là. Le client est content parce qu'il a le bon partenaire qui lui correspond. Moi, je suis content parce que le partenaire me rémunère directement. Retrouvé. Ah ouais, donc c'est «apporteur d'affaires» entre guillemets. C'est un peu l'idée, oui. Du coup, c'est un porteur d'affaires, sous forme de conseil financier. Du coup, j'apporte pas juste un client comme ça en disant: «OK, tiens», c'est moi qui gère Ouais, ouais, tous les tu besoins de amènes une telle clientèle. valeur ajoutée, c'est C'est ça, que justement tu choisis, quel est le bon produit pour, le client, quoi. très bien. Oui, exactement. Je pourrais très bien aller chez AXA pour une personne, oui, chez AG pour une deuxième personne. OK, Chez je vois. AXA et AG pour une troisième personne. Ça, c'est la facilité que je peux avoir. Et tes clients, tu les trouves comment? Alors, j'ai envie de dire que j'ai commencé avec, le plus simple, les amis, la famille, pour, leur expliquer mon projet. Parce que, voilà, je pense que c'est important d'expliquer un peu son projet, d'être fier de ça. Également à ses amis ou sa famille pour se lancer. Et puis, en fait, c'est la confiance. Et j'ai simplement utilisé la plus ancienne méthode de marketing au monde, qui est simplement le bouche-oreille. Voilà, Le bouche-oreille. Du coup, c'est quasi comme ça que je fais encore maintenant, hein. Encore aujourd'hui, c'est, beaucoup du bouche-oreille que je fais. Ce qui veut dire que quand quelqu'un fait du bouche-oreille également, c'est qu'il y a une certaine confiance derrière. C'est-à-dire qu'on fait bien notre boulot, que j'ai conseillé comme il entre guillemets «il fallait» à la personne, j'ai répondu à ses besoins, à ses attentes et que du coup, ils ont confiance en moi. tu pas, utilisé aucune, technique, marketing ou quoi? Comme par exemple, faire du, peut-être du cold calling, justement, je sais pas comment la société avec laquelle tu travailles, gère ça. Est-ce qu'elle t'envoie des clients aussi par hasard ou? Non, la société en question s'occupe simplement des partenaires et des formations et cetera et du financement, on va dire, de tout ça, mais va pas s'occuper de la clientèle ni de tout ce qui en détourne et je préfère. Moi, je préfère m'occuper de ma propre clientèle. Je préfère savoir, en fait, qui je vais conseiller. Parce que, bah, parfois, entre parenthèses, il y a des gens que j'ai même pas envie de conseiller parce que, du coup, ils sont pas assidus, ils sont pas dans le on va dire, ils m'écoutent pas, en fait. Du coup, Ouais. ça, j'ai même pas envie de les conseiller. Je préfère moi-même, en fait, choisir presque mes clients, en vérité. Et donc tu fonctionnes comment? Une fois que quelqu'un t'a recommandé et te contacte, comment ça se passe justement pour, devenir, ton client et que tu lui donnes des conseils financiers? Le processus, comment il se passe? Beh, j'ai un premier contact souvent, téléphonique pour que je puisse savoir à qui j'ai affaire et inversement. Puis un rendez-vous qu'on appelle un rendez-vous d'analyse qui permet simplement de prendre, des informations, donc prise d'informations pour la personne, pour moi-même, pour comprendre ses besoins, ses attentes, ses projets éventuellement, donc son projet immobilier, d'enfant, indépendant, bah, tous les projets qu'on peut avoir dans une vie.
je vais prendre ces éléments-là et à la fin du rendez-vous d'analyse, je vais lui proposer 2-3 solutions différentes pour lui-même. Du coup, c'est très personnalisé, en fait, comme rendez-vous. S'il le souhaite, il me suit. S'il le souhaite, il me suit, mais pas en même temps. C'est souvent 5 jours, une semaine plus tard que je propose un rendez-vous que j'appelle ici rendez-vous de conseil, qui est plutôt la mise en place, en fait, de l'une ou l'autre solution que je propose. Ce n'est pas obligatoire, c'est si la personne souhaite, dire en temps de réflexion et j'impose, en fait, moi-même en temps de réflexion. Je prends jamais de décision ou je fais jamais prendre une décision à chaud à la personne. Je préfère qu'elle soit sûre de son coup. Je suis un peu curieux ce que les gens te demandent. Donc par exemple, ils t'appellent et puis ils viennent et puis ils disent: «Beh, voilà, moi j'aimerais bien acheter, une maison», par exemple et tout ça et puis après donc toi, tu regardes en fonction de leurs finances et de comment ça se passe et tu dis: «Bah, voilà, pour, acheter une maison, il faudrait faire comme ça». Enfin, je suis un peu perdu à ce niveau-là. C'est une question un peu technique, en fait, hein, ce que tu me poses ici. Maintenant, je vais faire assez simple pour ne pas non plus aller trop dans la technicité. Bah, ça fait imaginons quelqu'un qui est jeune, qui a peut-être, 22 ans, il se dit: «À ma trentaine, j'aimerais bien avoir ma première maison». Pourquoi pas? Ça peut arriver à ce genre de projet. Ouais. Bah, je lui dis: «Voilà, du coup, soit pour avoir l'argent de côté, tu mets sur ton compte d'épargne», ce qui peut se faire comme beaucoup de gens le font, en parenthèse. Soit il y a d'autres solutions qui te permettent d'avoir des taux d'intérêt de 5-10 parfois 12 des fonds d'investissement, des ETF, des placements, on va dire, plus ciblés, qui sont sur du moyen terme, du coup, relativement assez, rentables, mais surtout aussi plus ou moins sécurisés, dans le sens où, c'est sur une période assez longue pour que ce soit, on va dire, que ce soit assez rentable et assez long pour que les chutes, du coup, des crises, financières comme le covid ou autres, n'aient pas d'impact sur l'investissement. Tiens, j'ai une petite question, un peu plus, sur la gestion de la pression et tout ça parce que, bah, je suppose que quand ça se passe très bien, pour un client que tu as conseillé, tu es content, lui il est content, tout le monde est content. Par contre, admettons, bah, parfois il y a quand on investit, beh, il y a du risque forcément et donc tout se passe pas toujours comme prévu. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là si, si, justement il y a un petit couac, dans l'investissement, Ouais, alors, c'est une question encore de relations humaines, hein, du coup, tout ça et de compréhension. Du coup, effectivement, ça peut arriver parfois que, malheureusement, du coup, la société en 2025, c'était la bonne société, mais en 2028, finalement, beh, la société du 25 a peut-être, fait faillite, hein, ça peut arriver. C'est assez rare parce que c'est comme des noms de AXA, de BNP, d'AG. Bon, c'est m'arrivé une fois dans ma carrière, du coup, que la société soit un petit peu en on va dire, en difficulté et là, du coup, il faut réagir. Déjà, du coup, la première chose à faire, c'est ne pas que le client découvre lui-même qu'il y a quelque chose qui va pas. Je vais moi-même aller voir le client en disant: «Voilà, du coup, fais attention, actuellement, il se passe ça» et cetera. Parce que si lui-même l'apprend via les journaux, via la télévision, là, je perds en réputation. Parce qu'il va dire: «OK, bah, je l'ai appris via la télévision, pourquoi tu ne m'as pas dit?» et puis même il va paniquer, il va se dire: «Bah, mon conseiller financier, il est même pas là alors qu'il y a des problèmes, c'est quoi ce délire, quoi?» C'est ça, tout à fait. Du coup, faut prendre les devants. Donc, parfois, quand ça arrive et qu'il y a un portefeuille client hyper important, c'est compliqué de faire tout en même temps. Et je sais qu'il y a des gens qui vont être en difficulté à ce niveau-là, en termes de gestion, parce qu'il y a tellement de clients d'un coup que ça prend du temps. Mais faut pas hésiter à être proactif également, à prendre le devant, à être honnête aussi. Dire: «OK, voilà, ça s'est passé comme ça s'est pas vraiment passé comme prévu, mais du coup, toujours bonne solution quand même». Jamais se dire: «OK, c'est fini, bonne chance pour la suite». Voilà, non. Trouver la solution, idéalement 2-3 solutions différentes et dire: «Voilà, je sais qu'il s'est passé ça qui était pas spécialement prévu, mais vous inquiétez pas, monsieur le client, j'ai une ou 2 solutions pour vous, pour compenser un peu ceci, avec éventuellement un petit geste commercial si nécessaire ou si besoin». Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est comme tu l'avais imaginé? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Une bonne question, j'aime bien la question d'ailleurs. Hem, oui et non. Oui, parce que du coup, j'avais imaginé le côté, entrepreneurial justement, liberté, échange et ça aussi, je sais pas si ça serait dans la question, mais, la différence quand je discute avec quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat ou quelqu'un qui est salarié ou fonctionnaire, c'est pas pour critiquer, il faut tout dans un monde, comme on dit, mais les échanges sont différents. Il y a sûrement aussi parfois des vidéos sur Instagram, ou sur, les réseaux, ce qu'on ils mettent, quand un entrepreneur discute avec, un salarié ou autre, ou quand il discute avec un entrepreneur également, on voit une différence énorme. Du coup, ça, c'est le premier élément, c'est que oui, au niveau du mindset, au niveau de ce qu'il y a derrière, je m'attendais un petit peu à ça. Par contre, là où ce que je dirais non, c'est, la capacité à rebondir, la résilience qu'il y a derrière, c'est plus compliqué qu'on ne le pense en vrai. Du coup, quand il y a des difficultés, je m'attendais pas à ce que ce soit parfois aussi difficile que ça l'était au niveau mental. Mais par contre, on apprend beaucoup quand ça arrive. Et donc il y a des moments où tu t'es dit: «Tiens, avec ces difficultés, tiens, j'ai envie d'abandonner, et je vais faire autre chose» ou alors tu t'es toujours dit: «Ouais, non, quoi qu'il arrive, je continue»?
Ça m'est arrivé une fois quand même que j'étais pas loin d'abandonner quand même. Hem, D'autres fois, en fait, la première fois, ce que tu penses que voilà, tu vas peut-être abandonner et cetera, c'est souvent sur du très court terme, hein, généralement. C'est-à-dire qu'il t'arrive quelque chose, souvent, c'est plusieurs choses qui s'enchaînent, en fait. Il y a jamais une chose, enfin, c'est rare en tout cas. C'est souvent plein de petits coups bas, plein de petits downs. Imaginons que si c'est un client qui est pas content, puis j'ai 5 rendez-vous sur la journée, tous sont annulés. J'ai mon partenaire qui fait faillite. Enfin voilà, c'est vraiment du coup tout ce qu'on peut imaginer de pire en fait, arrive souvent au même moment. Hem et du coup oui, ça arrive de vouloir abandonner également. Le conseil que je peux juste donner, peut-être que tu pourras poser la question, mais le premier conseil en tout cas, c'est d'abord aller voir le chemin qui a déjà été fait jusqu'à présent. Donc moi j'aime bien voir l'image de l'escalier. Imaginez qu'il y a un escalier avec 100 marches, à la 50e marche, l'escalier est un petit peu bancal, mais sachez que vous avez déjà fait 50 marches quand même depuis le début. Il reste encore 50 marches. La 50e était compliquée, mais on va arriver à la 51e. Tiens, et quand tu as fait face à des difficultés ou quand tu as découvert de nouvelles opportunités, est-ce que tu as fait évoluer ton projet, dans une certaine direction ou est-ce que tu as gardé la même idée, de départ, parce que justement tu as pas jugé que c'était, utile à ce niveau-là? Alors l'idée globale reste la même, donc là-dessus je suis pas, on va dire, vraiment fortement, on va dire, dévié. Par contre, ne pas se remettre en question aurait été une erreur. Du coup, s'il y a vraiment, on va dire, des difficultés en question, faut se dire: «OK», faut être capable quand même de se remettre en question et se dire: «Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien?» Parce que tout n'est pas jeté, en fait. C'est pour ça que je dis que mon projet de base, je sais qu'il était bon à ce niveau-là. C'est juste les petites choses à côté qui étaient peut-être un peu moins utiles, enfin moins utiles ou moins pertinentes. Du coup, je dirais oui, du coup, évidemment, j'ai dévié sur certaines petites stratégies différentes. J'ai pas dévié de projet totalement, ça aurait pu arriver, hein. Il y avait une phrase, en fait, si je peux me permettre, Vas-y. ça vient de Éric Lachevêque. Je sais pas si tu connais? Ouais, j'ai entendu, ouais. Éric Lachevêque, si vous ne Le le connaissez fondateur de pas, Ledger, c'est ça? fondateur des Ouais. réserves, du coup, de la crypto-monnaie. J'ai eu l'occasion, la chance, j'ai envie de dire, d'avoir, du coup, participé à un de ces événements, plutôt à une de ses conférences. Il expliquait tout simplement qu'il y a une différence entre l'obstination et la persévérance. La différence entre l'obstination et la persévérance, c'est que l'obstination, c'est faire les mêmes erreurs à chaque fois, sans modifier quoi que ce soit. Ça, c'est l'obstination. La persévérance, c'est faire des erreurs également, continuer dans son projet, mais changer l'une et l'autre chose et se remettre en question. Si vous êtes dans l'obstination, vous avez beau faire toutes les actions que vous voulez, ça sera toujours dans l'erreur. La persévérance, ça veut dire que vous faites des actions un petit peu différentes et vous allez sûrement être dans la réussite, simplement. Et tu as un exemple d'une petite action que tu as fait pour adapter ton projet justement à une difficulté ou à une opportunité que tu as découvert? La cible clientèle, la cible clientèle, c'est un exemple parce que du coup, au tout début, j'étais focalisé surtout sur les jeunes de 25-35 ans. Ouais. J'ai découvert en fait, et ça c'est presque malheureux, qu'il y a des gens qui ont 50-55 ans, qui n'ont jamais rien mis en place, niveau financier, même niveau fiscalité. Moi, je pensais que quand on avait 50-55 ans, tout avait déjà été mis en place. Il y a eu 20-30 ans de carrière, tellement d'opportunités, de chances de pouvoir avoir les conseils un jour ou l'autre, mais c'est pas le cas. Ou les intérêts composés justement sur, 30 ans? Bah, d'où les intérêts composés, bien sûr, clairement, sur 30 ans, ça fait la différence. Mais, il y a beaucoup de gens, du coup, je me suis rendu compte que j'avais oublié une niche, en fait. Heu, des plus expérimentés en termes de travail, mais pas tout aussi, expérimentés au niveau, éducation financière. Tiens, et des personnes justement, qui sont plus vieilles que toi, elles le prennent comment quand tu leur donnes des conseils financiers? Est-ce que justement elles se disent, Mmh. «Ouais, lui il est trop jeune pour savoir» ou, justement elles se disent, «Ah bah tiens, ça a l'air intéressant ce qu'il dit»? Mais tout est dans le personnage, en fait. Du coup, si c'était à mes tout débuts, oui, on aurait pu dire, «Il est trop jeune pour, ce genre de conseils». Imaginez la scène, quelqu'un qui a 50 ans, un petit jeune qui sort des études, qui ça fait 1 mois qu'il fait l'activité, dit: «Je vais te conseiller financièrement». Bon, la crédibilité n'est pas là. Maintenant, j'ai l'occasion quand même de l'avoir ici en termes de crédibilité, non seulement parce que j'ai 3 ans d'expérience, plus de 3 ans quand même d'activité, que je suis diplômé en Belgique et au Luxembourg, que j'ai un master aussi. Voilà, j'ai plus de background en fait. Maintenant, pour dire: «OK, mes conseils, vous pouvez me faire confiance». Et du coup, c'est le contraire en fait. Imagine le scénario, tu as un conseiller qui a 60 ans, tu as un autre de 25 ans. Tu as un problème dans 10 ans avec ton placement. Qui va pouvoir te suivre? Le gars qui a 65 ans ou le gars qui a 20 ans? Ouais, c'est intéressant, j'avais pas pensé à ce point de vue-là, ouais. Simplement. Du coup, c'est si de quelqu'un qui a 25 ans va être plus à jour, en fait, sur les marchés et sera encore là dans 10 ans, ou même dans 20 ans. Là, tu as dit que tu avais fait plusieurs jobs étudiants. Est-ce que tu gagnais plus en tant qu'étudiant entrepreneur ou grâce à tes jobs étudiants? À ton avis?
Études d'entrepreneur? Non. Non? OK. Oui et non, en fait. Non, au début. Au début, Ouais, forcément le début, ouais, parce que sur la fin, oui. sur la fin, oui. Du coup, c'est pour ça que je dis non et oui et non. Du coup, non, au début, faut pas s'attendre. Quand on devient étudiant indépendant ou même entrepreneur tout court, hein, ce n'est pas que en tant qu'étudiant. Étudiant indépendant, non, au tout début, il faut pas s'attendre à gagner des milliers. Mais par contre, dans les 6 mois à 1 an, là, par contre, ça peut avoir un impact, si pas plus loin évidemment, financier qui sera heu, beaucoup plus important. En plus, on apprend des choses, qu'on n'apprendrait pas dans un job, classique, donc ça donne aussi de l'expérience en même temps, quoi. Bien sûr, bah, déjà du coup, ça développe les soft skills quand même, hein. Les hard skills, on les développe beaucoup à l'université et encore une fois, je prends l'exemple d'une conférence, je fais un peu la publicité, mais j'ai eu l'occasion encore une fois d'avoir le CEO de Ledoux, en conférence, pas loin, enfin justement hier et il disait que voilà, au niveau des hard skills en Belgique, l'université est quand même bien. Les soft skills, c'est pas l'université à le faire, c'est plutôt on va dire, avant qu'on a 10, 11, 13, 14, 15 ans à le développer. Mais surtout les soft skills, on peut les développer dans les activités extrascolaires, que ce soit du coup dans un job entrepreneurial comme ici ou dans d'autres activités telles que les scouts, telles que des mouvements de jeunesse éventuellement, bon ça on sort de sujet. Mais les soft skills se développent énormément dans le côté entrepreneurial. Toi, tu faisais comment pour gérer justement ton temps entre tes études, ton projet et les autres activités, extrascolaires? Donc ça, c'est, je pense, l'une des questions qu'on m'a plus se poser. Je dirais simplement que c'est une question d'organisation, effectivement. Et moi, mon meilleur ami, c'était mon téléphone et plus précisément, mon agenda sur mon téléphone. Tout était millimétré, vraiment, genre, tout était en millimétré et anticipé. J'avais effectivement mon stage, mon mémoire, l'activité entrepreneuriale, un petit peu de vie sociale si je pouvais me le permettre de temps en temps, voilà, parce qu'on restait jeune quand même, mais tout était millimétré et je me suis amusé du coup. J'ai pu me faire mon stage parce que c'était une obligation. J'ai pu du coup, au soir, je travaillais sur mon activité entrepreneuriale. Le soir encore un peu plus tard, je partais en soirée avec des amis et le matin, du coup, j'étais reparti. Du coup, c'est simplement une question d'organisation, de volonté, d'énergie. On est jeunes, les étudiants, vous êtes jeunes aussi, profitez-en, osez, lancez-vous. Tu penses que l'université ou les études en général, c'est un bon moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Ou c'est mieux d'attendre? C'est mais vraiment, alors, la question est facile parce que tu parles à quelqu'un qui a fait étudiant indépendant. Du coup, ça serait un petit peu un paradoxe de dire le contraire, mais surtout que le statut est incroyable aussi. Et en tant qu'étudiant, normalement, vous avez un peu moins de pression financière. Quand vous arrivez sur le monde du travail, moi maintenant je suis indépendant temps plein, bah, j'ai, mon loyer à payer, j'ai les bureaux à payer, j'ai ma voiture à payer, mon assurance, enfin voilà, j'ai quand même pas mal de ça c'est juste à titre privé parce qu'il y a aussi un petit peu, tout ce qui est professionnel que je dois payer aussi. Il y a des frais quand même, j'ai presque, 1 500 à 10 000 € de frais par mois, que je dois gérer. Du coup, en tant qu'étudiant, je pense pas qu'il y a beaucoup d'étudiants qui a 1 500 à 10 000 € par mois de frais. Ouais. Du coup, c'est beaucoup plus facile quand même de commencer quand tu as pas de frais, ou beaucoup moins de pression financière et que c'est plus en plus dans ta carrière d'étudiant et plus tard et j'ai envie de dire, si je peux rajouter quelque chose, que, c'est même une occasion incroyable parce que du coup, ça te permet de développer d'autres compétences qui vont justement te permettre d'avoir un job plus tard, soit en entreprise si tu veux rester salarié, mais une fois qu'on a goûté à l'entrepreneuriat, c'est compliqué de devenir salarié. Mais en tout cas, ça permet simplement de développer quoi qu'il arrive des compétences. Si demain je perds mon activité entrepreneuriale, si je dois trouver un job, salarial pendant quelques mois plus tard, j'aurai pas mal de facilité parce que j'ai commencé l'activité d'entrepreneur, bien plus jeune Ouais, puis que tu as déjà de l'expérience et tu as des skills que tu aurais pas eu si tu avais pas fait études entrepreneur, quoi. bien sûr, tout à fait. J'aurais pu continuer mon job étudiant en mettant un petit bouchon, entre les vitres. C'est pas ça qui m'aurait décroché mon job de rêve, Ouais. ou mon job, temporaire, si besoin, quoi. Par contre, mon job, entrepreneurial en disant: «Bah, j'ai appris à conseiller des gens, j'ai appris à devenir orateur devant 80 personnes, j'ai appris à, pouvoir comprendre et conseiller quelqu'un au niveau financier, à comprendre le business, à comprendre le marché financier». Entre ça et dire: «J'ai mis des petits bouchons entre des vitres», bon, je pense qu'il y a l'un et l'autre qui serait quand même plus important au niveau, professionnel et à venir. Quels sont les entrepreneurs ou les sportifs ou les célébrités qui t'inspirent le plus? Bonne question. Alors, en termes de célébrité, la première personne, qui vient, c'est un sportif qui est Vincent Kompany. Du coup, défenseur belge, hein, si vous avez oublié, capitaine des Diables Rouges, maintenant entraîneur au Bayern de Munich. Alors c'est pas vraiment pour sa carrière qu'il m'inspire, c'est plutôt parce que si vous connaissez un peu le personnage, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés au niveau blessures et autres et chaque fois il avait le mental de, rebondir à l'échec. Du coup, la capacité à rebondir à l'échec, pour moi, c'est, l'une des célébrités qui l'a mieux fait, en tout cas qui
j'ai pu le constater parce que je le suivais un petit peu dans le football, quoi. OK, donc Vincent Kompany pour sa Tout résilience. à fait. La deuxième personne, Anthony Bourbon, je sais pas si tu connais? Non. Entrepreneur français, si jamais, qui lui, il m'inspire parce que du coup, il a commencé très bas. Il a commencé très bas, si vous allez sur internet, il fait notamment l'émission, Qui veut devenir mon associé? Je Avec des entrepreneurs qui viennent, du coup, lui, il est plutôt maintenant investisseur. Mais justement, du coup, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs projets, dans l'entrepreneuriat. Il a essayé plusieurs business, mais il était pas loin de, on va dire, de la rue, hein, si je peux dire ça comme ça. Alors que maintenant, il est multimillionnaire, si pas plus. Du coup, c'est pour plutôt le côté, le chemin parcouru, que je dirais que c'est la 2e personne en question. OK, et la troisième personne donc le dernier? Parce qu'une personne, en fait, on l'aime encore une fois, on l'aime pas. Bah, pour avoir revu un petit peu de documentaires et pour avoir revu aussi, sa série qui est liée, Entrepreneur à succès aussi, Bernard Tapie. Ah oui, mes parents, ils ont regardé la série, je pense. Et ça, c'est voilà. Pour moi, si je dois mettre un mot, sur ce personnage également, parce qu'il y en a beaucoup en fait, hein, faut savoir que c'est un personnage, hein, mais c'est opportuniste. Et c'est un gars qui est hyper opportuniste. Il le sait très bien, et si, c'est souvent comme ça qu'on le décrit, hein. Il a fait tellement de choses, il a fait du chant, il a fait, des business évidemment, il a fait de la politique. Bon, ça, c'est malheureusement ce qui l'a fait plonger par la suite, mais il a chaque fois trouvé des opportunités. Et pour rappel, c'est quelqu'un qui a quand même chaque fois fait justement du réinvestissement, en tout cas la reprise d'entreprise, et à chaque fois, il allait chercher l'opportunité. Du coup, l'entreprise qui était mise à défaut, du coup, en faillite, il a racheté pour 1 €. Tout le monde peut le faire. Tu as 1 € dans ta poche, tu peux racheter une entreprise. Du coup, c'est ce qu'il faisait, hein. Il rachetait une entreprise, il voyait comment la faire, remonter, et c'est comme ça qu'il est monté chaque fois d'échelle en échelle pour même devenir, président du club de l'OM, par exemple, hein, pour rappel. Et voilà, pour le côté opportuniste, franchement, Bernard Tapie, pour moi, il va beaucoup inspirer. Quelle a été ta plus grande victoire et ton plus grand échec dans l'entrepreneuriat? Alors, souvent, on dit qu'on commence par l'échec. Pour une fois, de commencer par la plus grande victoire. La plus grande victoire, il faut savoir que quand on commence l'entrepreneuriat, parfois, il y a des personnes qui vont être, pour votre activité, mais beaucoup de gens vont vous freiner. Ça, faut s'y attendre aussi. C'est pas parce que, du coup, quelqu'un vous dit, voilà, n ne f «Arrête ton business, ça marchera pas» et cetera, qu'il faut le suivre. Soit vous lui donnez raison, soit c'est vous qui donnez raison, à votre propre business, du coup, à ces commentaires un peu plus négatifs. Par exemple, une de mes plus belles victoires, en fait, hein, simplement, c'est que, à mes tout débuts, mes parents, en l'occurrence, c'est plus mon père ici, ne croyaient pas spécialement en l'activité. Ce que je lui en veux pas, c'est pas quelque chose que j'en veux, mais c'est normal, c'est pour ma sécurité, du coup, c'est normal qu'ils voulaient pas que je me lance dans l'entrepreneuriat. C'est un petit peu un paradoxe parce qu'il était lui-même indépendant, mais bon. Hem, mais du coup, ma plus grande victoire, c'est que pendant 1 an et demi, il me disait: «Voilà, il faut que tu trouves un autre job, il faut que tu puisses, faire, autre chose, que tu lances, une activité, que tu vas dans le monde salarial». Puis un jour, après 1 an et demi, il a vu, un de mes salaires, on va dire une de mes commissions que j'avais pu avoir, suite à un mois plutôt qui était respectable, puisque j'ai passé le cap, en fait, on va dire, en termes de plus-value, en termes de compétences, et il a pu voir la rémunération, il a dit: «OK, j'ai compris». Et du coup, depuis lors, c'est 3 mots, hein, 4 mots plutôt. «OK, j'ai compris». Pour moi, c'est ma plus belle victoire. Et ton plus gros échec? Mon plus gros échec, ça fait partie aussi d'un conseil que je peux partager d'ailleurs. Hem, c'est du coup m'avoir projeté dans quelque chose que je pensais arriver. Du coup, il faut savoir que, à un moment, je devais normalement avoir, on va dire une clientèle plus importante, même une équipe que je peux, gérer aussi. Et du coup, changer totalement de rémunération justement. Du coup, passer presque du simple au triple, et mon plus gros échec finalement, c'est que j'avais dit aux gens: «Je vais y arriver à partir de cette date-là, le 26 avril, j'aurai cette rémunération-là, je veux vous inquiétez plus pour moi» et cetera. Ça s'est pas passé, Ah et ouais. du coup, c'est à ce moment-là que c'est une grosse erreur de ma part d'avoir fait. C'est déjà un échec parce que c'est un double échec, parce que c'est un échec pour moi-même déjà, parce que du coup, j'ai pas réussi ce que je voulais faire. C'est un échec également pour, entre guillemets, envers les autres, parce que du coup, je me suis engagé dans quelque chose auquel j'ai pas respecté. Du coup, pour mon ego, ça fait mal aussi, et du coup, suite à cet échec-là, ce qui est très dangereux également, c'est que, c'est à ce moment-là que les gens vont dire: «Tu vois, je t'avais dit, j'avais raison. J'avais raison, ça marche pas ton truc». Parce que du coup, je suis en plein échec. Du coup, évidemment, ils en profitent. Ouais. De dire: «Bah, voilà, tu es en échec, je vais te
enfin maintenant, en guillemets, te couler dans ton projet et comme ça, tu vas enfin avoir une vie, salariale, fonctionnaire, un peu comme tout le monde. Enfin, pas comme tout le monde, mais une partie de la population quand même. Du coup, ici, c'était principalement avoir, entre guillemets, m'être déçu moi-même par mes propres performances et déçu aussi, mes proches par la même, occasion. En d'autres mots, avoir vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est exactement ça. J'ai clairement vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ne faites jamais ça. C'est vraiment une des erreurs à faire. Il faut mieux que les résultats parlent à votre place que de parler vous-même de vos propres résultats. En tant qu'entrepreneur, quelle est la plus grande difficulté quand on lance un projet? Se lancer, simplement. En fait, c'est un petit peu comme, la page blanche, hein. La page blanche pour mémoire, hein, tu peut-être aussi en mémoire, hein. Ouais, j'en ai fait 2 maintenant. De mémoire, courageux que moi, j'en ai fait qu'un. Ce qui est le plus compliqué, c'est la première page, en fait, finalement, le premier mot même de l'activité. Du coup, pour moi, la plus grosse difficulté, c'est se lancer. Une fois que vous êtes lancé, voilà, il y aura des difficultés, mais c'est très compliqué d'abandonner, un projet qui vous tient à cœur si, voilà, vous y croyez vraiment. Du coup, vraiment, lancez-vous et ne pas se lancer par contre, là, c'est une erreur. Quels sont les 3 avantages de lancer son propre business? Le premier avantage, c'est, dire la fierté de se lancer son propre business, c'est-à-dire que voilà, c'est à nous. Du coup, on est fiers souvent de lancer, sa propre activité, son propre business, pardon. Deuxième avantage, du coup, je dirais que c'est la liberté aussi, que ça en génère parce que du coup, qui dit propre business dit justement indépendant, dit aussi que ça permet d'avoir une certaine liberté de temps également, même si en tant qu'indépendant, en réalité, on travaille beaucoup plus généralement qu'en tant que classique, mais on peut organiser quand même notre journée comme on veut. C'est quand même une certaine plus-value et puis surtout, j'ai envie de dire, la la réussite que ça en génère et du coup, quand on réussit son propre business, quand on voit qu'on a nos premiers clients, quand on voit qu'on a, peut-être, je sais pas, notre premier partenariat, que ça fonctionne bien, que les clients viennent à nous, que les gens sont contents finalement et qu'on a réussi justement l'activité, hem, on peut atteindre des choses qu'on ne pourrait jamais atteindre en tant que salarié. Ça, je peux te le dire, je peux te le dire à tout le monde s'il faut. Hem, il y a pas de voie plus importante que l'entrepreneuriat pour avoir, quelque chose qui vous permet d'avoir votre terre promise, hein, si je peux dire ça comme ça, également. Je viens de remarquer un truc, j'ai oublié de te demander l'anecdote. J'ai dit que j'avais retenu, parce que tu m'as dit: «Ah tiens, j'ai une anecdote avec, le voisin» ou quelque chose comme ça et je t'ai dit que je retenais et j'ai retenu finalement et donc je t'invite à partager, ton anecdote. Une petite anecdote parce que je la trouvais quand même sympa aussi, ça conclut bien également justement la partie, confiance et mise en place de l'entrepreneuriat. Mon tout premier client en fait, c'est, un voisin qui a un enfant et du coup le premier er contrat que j'ai mis en place, c'était une épargne enfant, donc une épargne pour son enfant, mais pas classique, mais pour qu'il ait de l'argent à pendant ses études ou, pour, sa vie active ou sa première voiture, sa première maison. Voilà, c'est ce qu'on avait mis en place et 2 ans plus tard, il m'a sonné en disant: «Voilà, du coup, j'ai un nouveau-né également, tu veux passer à la maison déjà pour voir le nouveau-né aussi et du coup, pour, remettre des choses en place avec le nouveau-né». Du coup, je suis arrivé là-bas, du coup, on a discuté un petit peu, on a pris une petite bière, j'ai aussi offert un petit cadeau également. Ça, je le fais chaque fois, généralement quand il y a un nouveau-né chez mes clients, si, je suis au courant au bon moment et cetera et que j'ai l'occasion de le faire, je vais chez eux, j'offre un petit cadeau également. Il y a de l'humain quand même derrière, hein. Ouais. Un petit geste peut amener beaucoup d'opportunités et de, satisfaction pour le client, quoi. Bien sûr, c'est un petit geste. Ici, là, en l'occurrence, c'était mon premier client, mais il y a pas longtemps, j'ai un autre ami à moi qui a un nouveau-né aussi. J'étais chez lui, de base, on devait mettre des choses en place pour son nouveau-né justement. Vraiment, on a juste discuté, on a mangé un petit bout. Je suis resté là-bas peut-être, jusqu'à 23h, minuit, alors que je suis arrivé à 19h. De base, je pensais rester 1 heure et je suis resté 4-5 heures parce que du coup, on a discuté, c'était genre peut-être 1 an, 2 ans que j'avais prévu. Un ami à moi qui je voyais encore en Gadaye, là je le vois pas. Et dire: «OK, bah, du coup» et ça serait peut-être une de mes plus grandes fiertés plus tard, c'est que la personne en question qui a pour l'instant fait ça de taille et ben, finalement, je vais peut-être le voir plus tard dans 20 ans et mais il veut peut-être le voir peut-être avec, des études plus faciles, peut-être avec des choses en place qui ont été réalisées, grâce à mon petit grain de sel qui a fait que du coup, j'ai été le conseiller un jour, son propre père du coup, dans l'éducation financière. Ça serait une belle fierté. Ah, c'est sympa, c'est, émouvant comme anecdote. Ouais, c'est un peu l'émotion, j'ai un peu parfois j'ai un peu, moi que, voilà, l'émotion parce que voilà. Oh non, c'est bien, OK, super. Bon, en tout cas, un grand merci pour, l'interview. J'espère que ça pourra justement répondre à des questions que les étudiants se posaient, notamment peut-être des étudiants en finance et donc je te, remercie d'avoir participé à l'interview.
Avec plaisir. Merci à toi pour, l'interview. Si, en parenthèse, si tu peux me permettre de faire ma petite pub. Oui, bien Donc sûr, vas-y, dis, c'est voilà, non? voilà, du coup ici, je suis entrepreneur. Sachez que du coup, je souhaite également développer mon équipe actuellement. J'ai une petite équipe aussi de 6 à 8 personnes que, parce que je suis pas assez en Belgique pour Ouais. conseiller. Du coup, si vous êtes, à la recherche de projets ou vous voulez essayer de coup, d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant, impactant quand le classique ordinaire, je peux proposer l'activité, à des étudiants pour qu'ils puissent, m'accompagner dans le rendez-vous, eux-mêmes gagner de l'argent aussi, Et tu évidemment. cherches quoi comme profil plus ou moins? Un certain que ce soit des gens qui ont fait, certaines études ou tu prends un peu juste des gens motivés dans l'entrepreneuriat ou, je sais pas, c'est pour aiguiller un peu les Pour aiguiller un petit peu ceci, je dirais, 3 profils différents peuvent être possibles. Hem, Idéalement l'entrepreneuriat, effectivement, parce que c'est ce que lié à l'entrepreneuriat aussi. Il y a beaucoup de développement personnel, tous les conseils que je donne aujourd'hui, c'est beaucoup de choses que j'ai appris via la société, via justement le domaine en question. Du coup, si vous voulez encore plus apprendre, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Du coup, 1er profil entrepreneuriat. 2e profil, ça peut être des personnes qui sont, en études en finance, en management, en économie, parce que c'est relié à ça. Du coup, vous allez apprendre pas mal de choses et ça va même vous aider pendant vos études, parce qu'il y a des choses qui sont liées quand même. 3e profil, ça peut être des profils plutôt commerciaux. Commerciaux qui sont sociables, en fait. Du coup, là, je pense à des gens qui sont peut-être à l'EFEC, des gens qui sont peut-être, je sais pas moi, du coup, je sais qu'il y a l'ICHEC aussi, enfin des études comme ceux-ci, sont souvent des profils qui réussissent bien l'activité également, parce qu'ils ont déjà l'aspect plus soft skills généralement que les universitaires et ça, c'est intéressant comme profil que je peux également proposer l'activité. OK, super, bah, c'est juste pour avoir les profils parce que, bah, quelqu'un qui est pas forcément dans ces études-là peut avoir ces profils-là, mais si des gens se sentent, justement, concernés ou que ça leur a parlé justement, que tu cites ces profils-là, bah, voilà, n'hésitez pas. Je sais pas comment ils pourraient te contacter, est-ce que ce serait sur LinkedIn? Est-ce qu'il y a un site web ou quelque chose comme ça? À mon avis, ce serait plus sur LinkedIn, parce que j'ai pas encore de site web, moi personnellement. LinkedIn, du coup, François Nix, tout simplement, NICKS pour information. François, je pense que vous savez l'écrire. Une petite connexion, un petit message, je suis assez réactif. Du coup, n'hésitez pas, à m'envoyer un petit message, si besoin et avec grand plaisir de pouvoir discuter d'opportunités avec vous. OK, super, voilà, merci.